Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous connectés. Je vous propose aujourd'hui d'avoir un webinaire sur la partie de la gestion du Covid. Donc, comment nous adapter aujourd'hui pour vivre avec le Covid, en ayant un petit focus avec deux intervenants. Moi-même, donc Sébastien Mailleux, donc je suis le Chief Security Officer d'AXA Partners. Euh, Et, oui. et moi-même, donc le docteur Thibault Liotte, chez AXA Partners, médecin coordinateur. Ok, merci Thibaut. Tous les deux aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon de la partie du Covid, de la gestion de crise, mais surtout qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui derrière. Aujourd'hui, les stades de la pandémie, si nous regardons brièvement, nous avons eu quatre stades que nous avons identifiés chez nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le stade 4, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un objectif qui est le lockdown, c'est-à-dire le confinement de l'ensemble des personnes sur la planète. Pour vous donner un petit peu une idée, ça représente à peu près 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de personnes sur la planète qui ont été confinées à degrés divers. Donc ça ouvre aujourd'hui des problématiques et des challenges, puisque rentrer en confinement, nous l'avons fait en mode crise. Et aujourd'hui, c'est les vrais enjeux vis-à-vis de l'entreprise et de manière individuelle, c'est comment sortir de cette crise-là en mode, je dirais, projet. Comment s'organiser pour la vie de demain par rapport à ces enjeux-là. Donc, si on regarde un petit peu la partie des risques que l'on identifie pendant la phase 4, donc la phase 4 sur le déconfinement, il y a la notion de la seconde vague. Donc, que veut dire aujourd'hui la seconde vague? C'est la risque d'une reprise du nombre de contaminations et avec une période de régression ou de stabilisation. Donc, par rapport à ça, sur ces parties, dans le mode dont le virus s'est propagé worldwide, on a vu au niveau côté Asie que c'est parti de Chine, ça s'est rapidement répandu au niveau de Hong Kong, ça s'est aussi répandu sur la partie Singapour, et on a eu plusieurs modèles aujourd'hui de définition de cette partie du lockdown, avec des cas qui à la fois l'apprentissage au niveau de ces nouvelles infections, mais aussi une appropriation par les gouvernements de la façon dont il fallait faire cette partie. Si aujourd'hui, je vous donne un petit peu un focus et un impact sur la partie Covid, euh, si on rentre un peu plus dans le détail, en dehors de la partie infection, aujourd'hui, la partie bilan carbone sur le Covid, c'est un peu les effets un peu positifs de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est proportionnel à la gestion de la phase 3, donc la partie lockdown, où on a vu très clairement au niveau de la planète. euh, Excusez-moi, juste 2 secondes, je me permets juste 2 secondes, j'ai un petit problème technique puisque je ne vois pas complètement cette partie-là. Non, impossible. Je suis désolé. Oui, donc au niveau du bilan carbone, ce que l'on a clairement identifié, c'est que on a un recul des émissions des gaz à effet de serre. Et la carte que vous pouvez voir aujourd'hui sur le slide que je vous présente est proportionnelle un peu au mode de confinement. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'en Europe, on a eu une concentration qui a baissé au niveau des dioxydes de carbone de 40 à 50% en mars 2020. Et aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine, on a une concentration qui a baissé aussi de 10 à 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que vis-à-vis du confinement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'arrêt de l'activité économique avait aussi des aspects bénéfiques vis-à-vis de notre bilan carbone et sur la partie écologique, et que surtout, ça va de toute manière agir demain dans nos nouveaux habitudes, dans nos nouveaux comportements par rapport à la gestion de la crise. Un deuxième élément, c'est les révélateurs de disparité. Quand on regarde un petit peu le confinement worldwide que l'on a eu au niveau mondial, le confinement a été interprété de plusieurs manières. Donc, si on prend en Europe, le confinement s'est fait
sur ce qu'on appelle du confinement collectif. Donc, ce sont des confinements qui sont directement au niveau de la maison. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous appelle de la maison. Donc, on est aujourd'hui en France confiné à la maison. Mais il y a eu aussi d'autres modes qui ont été faits, qui sont le confinement, je dirais, individuel. Le confinement individuel, c'est par la mise à disposition des masques, la mise à disposition des procédures de sécurité. Ce qu'on a tout de suite mis en évidence, c'est que côté pays asiatiques, de par les différentes crises que l'on a eues en 2003 ou même au début des années 2010 avec la partie MERS, on a aujourd'hui des habitudes et une culture par rapport à la partie masque qui révèle aujourd'hui le niveau de préparation de l'ensemble de ces pays. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes sur la partie Asie, vous vivez cette partie-là, et c'est aujourd'hui quelque chose qui rentre et qui doit rentrer dans les cultures, je dirais, des pays plus occidentaux, plus en Europe et aux États-Unis. Et ça, cette différence, cette disparité que l'on a vécue a eu des effets au sein même des pays, tant sur la partie du logement, du travail, des écoles, de la vie au tous les jours. C'est-à-dire que ça a été un arrêt brutal. Et c'est bien cette partie-là qu'on doit aujourd'hui voir, puisque on peut pas dire qu'il y a un on peut dire qu'il y a un avant Covid, mais on ne peut pas dire qu'il y a un après Covid. C'est-à-dire que quand on va voir le déroulement des choses, aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec jusqu'à temps qu'on ait un vaccin ou que l'on ait une immunité collective au niveau d'un pays. Donc, si on regarde un petit peu sur les impacts, ça aura des impacts forcément en termes de sociabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous appris à travailler en mode télétravail, c'est-à-dire d'avoir des applications de visio, donc comme Skype, Teams, Zoom, d'autres environnements. Beaucoup d'outils collaboratifs ont été renforcés, voire émergés par rapport à ce qui n'était pas connu ou utilisé dans un environnement individuel, mais aussi sur la partie des réseaux sociaux, c'est-à-dire cette collaboration que l'on a eue. Ces parties-là vont aujourd'hui perdurer, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se posent la question de dire aujourd'hui ce type de télétravail qui n'était pas forcément usuel dans certains pays puisqu'on avait une appréhension par rapport au télétravail a été démontré. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 2 mois que l'ensemble des entreprises travaillent dans ce modèle-là et aujourd'hui, comment travailler, comment continuer ce modèle de fonctionnement et ça aura des impacts sur notre vie de tous les jours. Les logements, la façon dont on souhaite reprendre notre activité autour de cette partie. Euh, Maintenant, si on va un petit peu sur la vie avec le Covid. La vie avec le Covid, euh, c'est une, c'est une vision à aujourd'hui. Il faut voir qu'aujourd'hui, le Covid et l'ensemble des conclusions que l'on a sont très rapidement mises à jour puisqu'on a une évolution permanente à la fois au niveau médical, mais aussi au niveau de la société. Et c'est un petit peu une projection. C'est aujourd'hui, on a une émergence des nouvelles mesures qui, aujourd'hui, comme j'expliquais sur les modalités de travail, et le fait que les collaborateurs ou même dans la vie de tous les jours, c'est comment on va aujourd'hui revoir notre aspect de gestion du travail par rapport à ça. Le deuxième, ce qui est un peu plus surprenant, c'est la résilience et la domotique. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est tant sur un point de vue individuel que sur un point de vue au niveau des entreprises. Les robots ont pris le relais et pour vous donner par exemple un exemple, il y a eu un accroissement très fort pour les robots ménagers. C'est-à-dire qu'il y a eu des commandes énormes pour les robots ménagers pour aujourd'hui avoir le strict nécessaire au niveau de la maison. Là où par exemple on avait des personnes qui pouvaient faire le ménage, elles aujourd'hui ne pouvaient plus, même en Europe, accéder au domicile. Et ça, c'est clairement un changement radical dans la façon d'aborder les choses et comment aujourd'hui on va automatiser et avoir cette résilience permanente vis-à-vis de cette nouvelle situation. Et les impacts sur les individus. Les impacts sur les individus, aujourd'hui, on a des impacts qui sont relatifs à la partie prise de conscience. Donc, il y a une prise de conscience à la fois au niveau des mesures d'hygiène. Comme j'expliquais, dans les pays occidentaux, la tenue des masques ou le gel hydroalcoolique, les social distancing, en France, par exemple, on a eu pendant un mois le fait de dire touchez dans votre coude, ce qui n'était pas aujourd'hui quelque chose qui était naturel. Et cette prise de conscience, elle va persister parce que le virus va persister et va être aujourd'hui, rendre les gens aujourd'hui euh, différents sur l'approche. C'est-à-dire qu'ils vont être aujourd'hui
responsables et acteurs de leur propre santé, mais aussi la santé des autres, c'est-à-dire le côté altruiste, ce qu'on voit beaucoup, notamment en Asie, je porte un masque pour protéger les autres, mais aussi pour me protéger, d'adapter le comportement et de revoir les habitudes pour limiter au maximum les risques, de revoir tout simplement mon environnement de travail. C'est-à-dire aujourd'hui comment je travaillais avant, comment je travaille aujourd'hui, qu'est-ce que sont aujourd'hui mes souhaits par rapport à mon environnement de travail, et de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est aujourd'hui une des seules mesures que l'on peut mettre en place qui soit efficace. C'est-à-dire qu'on peut se faire tester, on peut se détecter, mais la seule manière de se prémunir d'une infection, notamment pour les personnes vulnérables, reste les gestes barrières tant que nous n'avons pas de solution médicale. Et ça, c'est réellement un changement qu'on voit au niveau des individus en Europe, en Asie, en Amérique, où aujourd'hui, on est en train de prendre tout ce qui était déjà fait et bien fait dans l'ensemble des pays. Et On donc, regarde Oui, et je vais passer le relais. Si on regarde un petit peu les façons, comme je disais, pour la partie des gestes barrières, aujourd'hui, comment me protéger moi et comment aujourd'hui avoir les bons gestes par rapport à ces parties-là. Je vous propose de donner le relais à Thibaut, qui va vous donner un petit peu plus d'insight dessus. merci Sébastien. Et donc, je rebondis justement sur ce que tu venais de dire. Il est hyper important de constater qu'il y a une vraie prise de conscience actuelle sur le fait que très souvent, en tout cas en tant qu'occidentaux, le port du masque était initialement vu comme vraiment comment je me protège de l'autre. Et en fait, cette pandémie de Covid vient de changer quand même énormément les choses parce que justement, on en reparlera un petit peu après, mais la situation fait qu'aujourd'hui, il y a quelques tests qui commencent à être mis en place pour pouvoir savoir si les gens sont malades, porteurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, à l'instant I, moi, par exemple, je ne peux pas vous dire si je suis porteur, guéri ou malade. Et cette vraie problématique fait que d'un seul coup, le port du masque, comme le disait Sébastien, c'est que je porte un masque, pas parce que j'ai peur de l'autre, je porte un masque parce que je ne connais pas mon statut. Je ne sais pas aujourd'hui comment je suis. Et mon statut, en plus, il change extrêmement souvent. Je ne sais pas quel sera mon statut demain ou dans une semaine. Alors, cette diapositive, c'était pour vous remémorer un petit peu toutes ces choses sur les différentes informations qu'on a eues. Alors, on sait que, par exemple, entre le moment où on est exposé au virus et le moment où on va développer des symptômes, c'est principalement entre 5 et 14 jours en grande moyenne. Les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 30% de personnes qui sont malades, mais asymptomatiques, pas un seul symptôme. 55% avec des symptômes très légers, 10 avec des formes, des symptômes sévères et 5 avec des symptômes très critiques qui vont, pour la grande majorité, être hospitalisés en réa. Avec, je vous rappelle, un taux non négligeable de décès sur les patients qui vont aller en réanimation. L'autre élément qui est important, qui est sur ce schéma, alors vous avez vu, vous avez le fait d'être contagieux, c'est pas la même durée en fait, selon le niveau de gravité de la maladie, on va être contagieux plus ou moins longtemps. Dans les éléments qui sont importants à noter, c'est la partie droite du schéma. C'est que ça, c'était le schéma il y a plusieurs semaines. Et en fait, de plus en plus, avec le recul de l'évolution de la maladie qu'on a, ben, on commence à s'apercevoir, et je pense que vous avez probablement tous entendu parler de ces gens qui ont des pertes d'odorat ou de pertes de goût. Ben, pour beaucoup d'entre eux, les symptômes perdurent plus d'un mois. Au début, on ne pensait pas que ça durait si longtemps. Et en fait, ça devient de plus en plus courant de voir que des gens ont toujours cette perte de goût ou d'odorat qui persiste alors que les symptômes sont quasiment amendés. Dans les autres éléments, on a découvert aussi, c'est un petit peu connu, mais c'est de plus en plus retrouvé, c'est le fait qu'il y aurait plus facilement des thromboses dans les suites de cette maladie. L'organisme aurait probablement un petit peu plus tendance à favoriser les thromboses, les phlébites, les embolies pulmonaires, peut-être même certains accidents vasculaires cérébraux. Et pour conclure aussi, on est en train de parler dans plusieurs pays d'Europe et y compris aux États-Unis sur le syndrome inflammatoire pédiatrique chez des enfants avec l'apparition d'une maladie qui serait proche de celle de Kawasaki, sur lequel justement initialement, vu qu'on n'avait pas ce recul, on n'avait pas d'éléments et donc on commence un petit peu plus à regarder ça de plus près. Donc on va pouvoir aller à la diapositive suivante. Alors, je voulais vous refaire un petit point
sur les masques. Les masques, je pense que tout le monde connaît, mais je voulais juste vous rappeler qu'en fait, dans les masques, il y avait deux éléments qui étaient importants à avoir en tête. C'est que c'est celui que je vous ai mis là avec, je vous ai mis plusieurs exemples de masques. Vous avez vu, il y a le masque en tissu, le FFP1, le FFP2. En fait, les masques, ils ont deux éléments qu'il faut prendre en compte qui permettent de savoir en fait comment et qu'est-ce que fait le masque. Donc, ce qu'on va appeler le taux de filtration. Le taux de filtration, c'est cette flèche qui traverse le masque. C'est que, en fait, quand vous respirez à travers un masque, le masque va arrêter un certain nombre de particules. Et donc, vous voyez que selon le niveau du masque, le nombre de particules arrêtées par ce masque n'est pas le même. Donc, pour le masque FFP1, vous voyez, vous avez un taux de filtration qui doit être au minimum à 80%. Sur un masque FFP2, il est à 94%. Et pour un FFP3, il est à 98%. L'autre élément qui est à prendre en compte, c'est qu'en fait, ces masques ne sont pas hermétiquement posés sur votre visage. Et donc, en fait, il y a une partie de l'air que vous respirez qui ne va pas passer à travers le filtre, mais qui va passer sur les côtés. Et donc, vous voyez que sur un masque FFP1, vous avez 22% de ce que vous respirez qui n'a pas été filtré. Et donc, sur un masque FFP2, vous êtes plutôt à 8% et sur un FFP3, vous êtes à 2%. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que déjà, sur les masques, vous allez avoir un taux de filtration et un taux de passage de l'air sur le pourtour du masque qui n'est pas le même et qui fait que même avec le port du masque, il y a quand même un petit passage, en tout cas, de particules qui peut se faire. Et bien sûr, il faut savoir le poser, mais bon, ça, je pense que, voilà, maintenant, il y a pas mal de tutoriels, je pense que les gens savent faire. La diapositive suivante. Je reviens, je vais vous parler encore, je vais vous redire que donc l'idée, c'est comment je protège l'autre. En fait, quand je parle, je projette un certain nombre de particules. Et ce qui est problématique, c'est que je ne connais pas mon statut. Tout de suite maintenant, je ne sais pas quel est mon statut. Donc, quand je vais parler, je vais projeter des particules. Donc, si je suis contaminant, je risque de projeter des particules contaminantes. Si je ne le suis pas, c'est tant mieux. Maintenant, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand on parle, on projette sans aucune difficulté des particules à 1 à 2 mètres. Quand on éternue et quand on va tousser, les particules peuvent aller jusqu'à 3 à 4 mètres, ce qui n'est pas du tout anodin. Donc, d'où le fait d'éternuer ou de tousser dans son coude. Donc, pour en tout cas éviter le fait de projeter à longue distance. Pour la diapositive suivante. Alors, pourquoi je porte un masque? Je porte un masque pour protéger la personne que je vais rencontrer, avec qui je vais parler, et je porte un masque au même titre que ça filtre. Par exemple, pour un FFP1, on a vu que ça filtrait 80% des particules que je pouvais respirer quand ça filtrait à travers le masque. Quand je parle, 80% de ce que moi je projette va être arrêté quand ça traverse le filtre par mon masque. Donc, je porte un masque parce que je ne connais pas mon statut vis-à-vis du Covid et comme ça, avec ce masque, j'arrête déjà un certain nombre de particules. Ce que vous voyez là, c'est que je vais projeter beaucoup moins de particules quand je vais avoir un masque. La diapositive suivante va montrer pourquoi je porte un masque et pourquoi l'autre porte un masque. C'est qu'en portant tous les deux un masque, voilà, on va diminuer le nombre de particules qu'on émet sur l'autre. Petit élément aussi que je voulais vous préciser, c'est que vous avez, je vous ai dessiné, c'est pas le vrai schéma, hein, je vous ai fait des lignes droites, mais il s'avère quand même qu'il y a probablement des projections, et vous avez vu, qui ne sont pas que sur les zones où on respire. Qu'est-ce qu'il en est des cheveux ou qu'est-ce qu'il en est des vêtements? Ça, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a quand même des projections sur ces zones-là. Au même titre qu'on peut l'avoir arrivé dans les yeux ou sur la bouche ou sur le nez, ça peut arriver à d'autres endroits. Donc, savoir aussi que sont porteurs de projection et de réception de projection, nos vêtements, nos cheveux, par exemple. La diapositive suivante, ça va montrer aussi la raison pour laquelle il est important que tout le monde mette un masque. Là, les deux personnes qui parlaient juste avant ensemble ont fini de parler et sont parties. Bien, quand une troisième personne va venir passer dans cette zone où ils ont parlé il y a quelques minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes, selon certaines études, certaines micro-gouttelettes peuvent rester en suspension jusqu'à près d'une heure. D'où le fait aussi qu'il est fortement recommandé d'aérer les zones et de garder son masque dans les zones où on va être. Par exemple, typiquement, si on est sur son lieu de travail, on garde son masque, y compris à son poste de travail.
C'est une recommandation, nous, par exemple, qu'on donne dans notre entreprise. La diapositive suivante. Alors, je voulais juste vous faire, pour votre culture générale, mais aussi pour comprendre un petit peu la diapositive suivante, c'était avoir une compréhension, en tout cas, de comment fonctionnait l'immunologie. Alors, inutile de vous dire que c'est vraiment très, très simplifié. En gros, le Covid-19, c'est un virus qu'on appelle à ARN. Je vous fais tout de suite une petite évocation sur les différents sous-types. C'est qu'à ce jour, il est répertorié 3 sous-types différents de coronavirus qui font qu'ils ont la même gravité, mais on a détecté trois sous-types différents. Bon, quoi qu'il en soit, le fonctionnement du système immunitaire va être qu'à un moment, vous avez des lymphocytes qui s'appellent certains types de lymphocytes, donc on va appeler les lymphocytes T, vont s'occuper de venir récupérer du virus, vont l'analyser et vont donner l'ordre de fabriquer ce qu'on a ensuite sur le lymphocyte suivant. Ça va être des lymphocytes qui vont fabriquer des anticorps qu'on va appeler des anticorps des immunoglobulines de type M, qui sont des anticorps qui sont peu spécialisés, mais qui vont commencer à aller détruire et tuer le virus. Et dans un deuxième temps, un petit peu plus, quelques jours après, d'autres lymphocytes vont être créés, qui vont être, eux, des lymphocytes qui vont fabriquer des immunoglobulines de type G, qui, eux, sont des immunoglobulines beaucoup plus spécialisées et beaucoup plus actifs et beaucoup plus tueuses vis-à-vis du virus. Pour vous donner un ordre d'idée, entre le début où le virus contamine l'organisme et le moment où vous allez fabriquer des immunoglobulines spécialisées, en moyenne, c'est 13 jours. Votre organisme, entre le moment où vous êtes contaminé et le moment où vous allez fabriquer les bons anticorps qui vont s'occuper d'aller tuer le virus, c'est en moyenne 13 jours. Je vous ai juste mis aussi au-dessus du lymphocyte T qui fabrique les IgG. C'est ces mêmes lymphocytes qui vont servir d'archivage une fois que l'infection est passée pour rentrer dans ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on se vaccine ou c'est pour ça que quand on a eu certaines maladies, on ne les attrape plus puisque notre système immunitaire les a gardées en mémoire. Ce qui est problématique avec ces virus, cette famille de virus appartient au SARS-CoV. Et le problème des SARS-CoV, c'est que c'est des virus pour lesquels notre système immunitaire ne garde pas une bonne mémoire. Il s'avère que on estime, selon les autres exemples qu'on a eu de virus de cette même famille, on estime entre 6 mois et 2 ans l'immunité de la mémoire de nos cellules lymphocytes. Donc ça veut dire que, quelle que soit l'évolution, on n'aura pas une mémoire comme on peut avoir pour, par exemple, le tétanos ou des choses comme ça. Diapositive suivante, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Thibault. Merci bien, Sébastien. Et donc, pour finir, je voulais vous parler des différents tests parce que on a énormément de tests qui sont proposés, on explique plein de choses et c'est pas toujours très très clair à comprendre. C'est pour ça que je vous ai un petit peu parlé de cette immunologie juste avant. C'est qu'en fait, il existe principalement 2 grands types de tests. Vous allez avoir ce qu'on appelle les PCR, qui sont des tests qu'on va faire sur des cotons-tiges. On va les gratter, on va les prendre soit dans votre nez, soit dans votre gorge, ou à d'autres endroits, par exemple dans le tube digestif ou dans les urines. On va aller prélever et on va analyser, voir si on détecte la présence du virus. Donc, le test de PCR, c'est quelque chose qui va vous dire le virus est présent. La problématique de la réponse de la PCR, c'est qu'il vous dit que le virus est présent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, c'est que le virus est présent sur vous, donc dans votre nez ou dans votre gorge. D'accord ? Mais ça ne donne pas plus d'informations sur votre statut. Vous avez du virus dans le nez ou dans la gorge, c'est simplement ça que ça veut dire. Pour ce qui est de la sérologie, la sérologie, c'est donc plutôt une prise de sang, un prélèvement avec du sang. Et donc, la sérologie, elle, va avoir comme fonction de doser, ce que je vous ai montré juste avant, ça va être de doser soit la présence d'IgG, soit la présence d'IgM, soit les deux. Et donc, c'est de pouvoir voir si vous avez des immunoglobulines qui sont orientées contre le Covid. Mais pareil, cette réponse va vous dire que vous avez des anticorps tournés contre le Covid, mais ça ne veut pas dire que vous êtes guéri,
ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas contaminant. Encore. D'accord? Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, la vraie difficulté avec les tests, c'est qu'ils ne donnent pas la même chose et que dans aucun cas, ils ne disent pas que vous n'êtes pas contaminant. Ce qui fait que même une personne qui aurait des anticorps de type G, par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contaminante. D'où le fait de continuer les mesures barrières. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les tests. Alors, on va pouvoir passer aux questions. On a à peu près 20 minutes de questions. Là, normalement, les questions que vous avez posées là pendant les 25 minutes de présentation ont été notées, je crois, par Nathalie, qui va s'occuper de nous les poser. Et sachez que les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre là, pendant qu'on va faire ces 20 minutes d'échange, Sébastien ou moi, selon la question posée, on essaiera de vous y répondre et ces réponses vous parviendront par mail. Donc voilà, donc ce séminaire intervenait dans le cadre, ce webinaire intervenait donc dans le cadre du partenariat avec l'UFE et AXA Partners. Et donc voilà, les questions sont ouvertes. Merci Thibaut. Peut-être la première question pour à qui est adressée? Alors, bonjour Thibaut et Sébastien. Oui. Je vous mets les questions dans le chat. Je suis en train de vous partager les questions des participants. Donc, vous pouvez y répondre au fur et à mesure qu'elles s'afficheront dans le chat. Alors la première question que je vois, c'est on nous dit qu'on finira avec ce vaccin uniquement quand on aura mis au point on finira avec ce virus, pardon, quand on aura mis en point un vaccin. Alors, pas complètement. Pas complètement. Il y a deux raisons qui vont faire que. Il y a plusieurs raisons, en fait, qui vont faire. Certes, éventuellement, si à un moment on crée un vaccin, on va pouvoir vacciner les gens et éviter. Il y aura aussi un traitement, parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas on n'arrive peut-être pas à créer un vaccin, mais si on trouve un traitement, ça peut résoudre les choses. Et il y a un deuxième élément aussi, c'est ce que j'évoquais un tout petit peu, mais vite fait dans la diapositive précédente, c'est en fait c'est l'immunité collective. C'est qu'à un moment aussi, plus il y aura de personnes qui auront été malades et qui auront en fait fabriqué des anticorps, bien plus il y aura une immunité, ce qu'on appelle une immunité collective, moins la maladie pourra se répandre et plus elle aura tendance à disparaître. Donc, j'espère avoir répondu à la question comme il fallait. Alors, il y a une autre question, c'est les asymptomatiques. Je vois, il y a une question, c'est est-ce que quand on est asymptomatique, on n'est pas malade? Asymptomatique veut dire que je suis malade, mais je n'ai pas de symptômes. D'accord? Asymptomatique, c'est je suis malade et je contamine, mais je ne présente pas de symptômes. Ce qui est clairement dans les mesures aujourd'hui, si on rajoute sur la partie asymptomatique, c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui des entreprises et la complexité au niveau du déconfinement. Quand on regarde au niveau des entreprises, que doit-on privilégier? Les caméras thermiques avec les thermomètres, la visibilité pour aujourd'hui avoir les facteurs de risque au niveau des employés, ou bien même se limiter aux gestes barrières. C'est véritablement un des enjeux, c'est la partie asymptomatique, puisque c'est ce qui aujourd'hui a créé au niveau des gouvernements les temps de latence pour bien comprendre à la fois les différents symptômes, comme expliquait Thibaut, sur l'évolution des symptômes, mais aussi la propagation dans la population qui s'est fait par le biais aussi des asymptomatiques. Peut-être qu'on a une autre question, Thibaut, je pense. Alors, tu évoquais par exemple la prise de température que je trouve qui est très intéressante, c'est que la prise de température, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont de la fièvre. Alors, quand on a 39 de température, tout le monde sait qu'on est en général pas bien. Mais on peut avoir 38, voire 38,5. Certaines personnes, en fait, sont plutôt résistantes à la fièvre et ne vont pas avoir l'impression d'avoir de la fièvre. Et donc, cette prise de température permet de pouvoir informer des gens qu'en fait, ils ont de la fièvre et qu'ils ont des symptômes, alors qu'eux ne ressentaient pas du tout de symptômes. Alors, pour ce qui est il y a une question, c'est quel type de masque faut que je porte? Alors, quel type de masque? J'ai envie de dire, c'est plutôt dépendant de ce qu'on doit faire. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand je suis sur mon lieu de travail, quand je suis sur mon lieu de travail avec mon poste de travail informatique, je suis plutôt avec du FFP1. D'accord? Encore une fois, l'idée, il y a peu de chances que je côtoie énormément devant mon ordinateur sur mon lieu de travail avec mes autres collègues quand je travaille sur la plateforme, par exemple.
du FFP1 me va très bien. Dans le métro, selon les horaires où on va prendre, selon comment on va être condensé dans les rames, la question peut se poser autrement. Donc ça, voilà. Après, j'ai envie de dire, voilà, plus on peut avoir un masque de meilleure qualité, moins il y a de risque que la filtration laisse passer des choses, et plus surtout, ils font aussi une certaine étanchéité sur le visage. Et je rajouterais, Thibaut, le masque est une mesure de protection. N'oubliez pas surtout que le fait de porter un masque vous protège à l'instant T de cette protection-là. À un moment où vous l'enlevez, il y existe aujourd'hui et il y a d'autres gestes barrières. La désinfection à la fois de vos mains, des vêtements, mais même au niveau de votre domicile ou dans les entreprises est primordiale, puisque, comme l'a expliqué Thibaut, il y a une persistance après au virus lorsqu'il y a eu un passage de personnes infectées. Donc, c'est la combinaison aussi, comme dit Thibaut, de votre activité, le type de masque, mais aussi la complémentarité avec d'autres gestes barrières qui font qu'aujourd'hui, vous assurez une protection optimale. Alors, il y a une autre question sur est-ce que je peux être asymptomatique et développer une forme grave? Alors, c'est très simple ça, c'est que si j'ai une forme asymptomatique, c'est que ça fait partie là, donc sur la présentation que je vous avais montrée tout à l'heure, si vous faites partie des 30% qui vont avoir la forme asymptomatique, il ne va pas y avoir de forme grave. La seule petite différence, c'est que on ne sait pas qu'on est asymptomatique au premier jour. Vous avez vu, il y a cette période, en tout cas, où on est contaminé, et ensuite le début de développement des symptômes, ce qu'on va appeler l'incubation, qui peut durer entre 48 heures et 15 jours en moyenne. D'accord? Donc cette période-là, c'est l'incubation. Donc en général, on n'a pas de symptômes. Et 24 heures, en moyenne, c'est 24 heures avant de développer les premiers symptômes, si on développe des symptômes, on est déjà contaminant, ce qui fait qu'on commence à être contaminant avant d'avoir, par exemple, de la fièvre ou de la toux. Maintenant, quand on est asymptomatique et qu'on n'a pas de symptômes, en général, on ne fait pas de forme grave. Alors, ensuite, la question. Alors, quid des masques en tissu? Le problème des masques en tissu, c'est que c'est un problème de normes. Quand vous achetez un masque FFP1, FFP2, c'est un masque qui suit des normes de fabrication avec des tests de filtration. Et donc, je vais prendre par exemple un exemple pour que vous compreniez bien. Si je décide de me faire un masque avec un grillage, vous comprenez bien que s'il y a des mailles qui sont espacées d'1 centimètre, ça ne va rien arrêter. Donc, voilà, l'idée, c'est que plus un tissu va être épais et à mailles serrées, plus il aura un pouvoir de filtration. Maintenant, son pouvoir de filtration, il est dépendant de plein de choses. Et ce que je veux dire, quand vous fabriquez vous-même, vous n'avez pas fait étudier, vous n'avez pas passé de banc d'épreuves de tests qui permettent de dire qu'il arrête à 65, à 82, à je ne sais quoi, la filtration. Donc, c'est ça qui est un petit peu la problématique des masques en tissu. La question sur les tests, Thibaut, je pense qu'elle est importante. Alors, ouais, par rapport aux tests. Alors, je lis cette question. À propos des tests, sous quel délai obtient-on une réponse? Pensez-vous que des tests pourraient être systématiquement faits dans les aéroports ou au passage des frontières? Alors, le problème des tests et des résultats, plus exactement, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Alors, quand vous êtes dans des pays hautement industrialisés, par exemple, typiquement dans un hôpital, normalement, un test, vous avez la réponse en 4-5 heures. En labo de ville, ça va être plutôt dans les 48 heures. Par exemple, si vous faites ce test en laboratoire de ville, même à Paris, à Londres ou à Singapour, ça va plutôt être 48 heures, je pense. Pour ce qui va être d'autres pays, où vous n'avez pas forcément la même infrastructure et la même organisation sanitaire. Vous avez, par exemple, comme au début, moi je repense par exemple à la France, au début, il y avait que certains laboratoires en fait qui pouvaient faire ces tests. Et quand vous allez dans des pays qui sont plutôt en voie de développement, où vous n'avez pas partout ces tests, les prélèvements doivent être envoyés sur le CHU de référence qui peut être à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Et donc, voilà, pareil, les résultats vont mettre plus de temps. Donc, à certains endroits, ça peut être une semaine. Donc, à l'hôpital, j'ai envie de dire, vous l'avez rapidement. Après, ça peut être plus ou moins long selon l'endroit du pays dans lequel vous êtes, dans le monde dans lequel vous êtes, je veux dire.
Il y a une question qui sort un peu sur la partie frontière. Donc, en admettant qu'une personne soit testée négative, qu'elle porte des masques FFP3 et respecte les mesures de protection sociale, sera-t-il possible de voyager bientôt? Je pense qu'il y a une double réponse. Il y a une partie médicale, il y a aussi une partie au niveau des gouvernements. Je te laisse commencer si tu veux, Thibaut, sur la Oui, partie. oui. Bah, encore une fois, ça revient à ce que je vous évoquais dès que j'ai commencé ma présentation. C'est que je vous ai dit quel est mon statut. En fait, mon statut, quand je me fais tester tout de suite maintenant, bah, le résultat de mon test, que ce soit ma PCR ou ma sérologie, ça va être aujourd'hui le 7 mai. Mais dans 24 heures, dans 48 heures, est-ce que j'aurai du virus dans le nez qui sera apparu? Je ne sais pas. Est-ce que je serais passé à un endroit où j'aurais respiré et inhalé des aérosols portant des gouttelettes contaminantes? Je ne sais pas. Ce qui fait que c'est très compliqué de pouvoir dire je suis testé positif, négatif, je ne sais quoi, et donc en fait tout va très bien. Non, en fait mon statut change tout le temps, et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Et c'est aussi lié à ça, à cette dynamique et ce statut changeant, qu'aujourd'hui, les gouvernements ont, ont des décisions à géométrie variable. Si vous prenez aujourd'hui, vous arrivez à Hong Kong, très bien, vous allez voyager jusqu'à Hong Kong, mais de toute façon, toute personne qui aujourd'hui arrive depuis l'extérieur d'Hong Kong doit être mise en quatorzaine, ce qui aujourd'hui a un impact sur votre voyage. Ce qu'il faut voir, c'est que les voyages aujourd'hui tels qu'ils étaient faits ne seront plus faits de la même manière et de toute façon vont dépendre des décisions des gouvernements par rapport à ce niveau de connaissance. Donc, malgré vos gestes barrières, il va falloir très clairement vous renseigner de la capacité à pouvoir revoyager depuis votre pays de destination, pays source vers le pays de destination et les impacts vis-à-vis de votre voyage. Parce que si vous voyagez, vous atterrissez dans un pays où vous avez 14 jours de quarantaine et quand vous revenez, par exemple en France, qui sera le cas, vous aurez aussi 14 jours de quarantaine, votre voyage, ne serait-ce que le plan d'avion et votre quarantaine, aura duré entre 28 et 29 jours. Il y a une autre question, Thibaut, qui est sur la durée d'immunisation. Donc, en Oui, fait, la partie oui, immunisation, je pense qu'il y a, oui, il y a- mais déjà c'est combien de temps ça dure et l'incertitude par rapport à ça. en fait, ce qui est problématique, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la durée d'immunisation, là, de la mémoire que pouvaient avoir nos lymphocytes T qui sécrètent des IgG, des immunoglobulines de type G, c'est qu'actuellement, dans les virus de la même famille, parce que je vous ai dit, voilà, il fait partie de la famille, le Covid, là, fait partie de la famille des SARS-CoV, des SARS-CoV-2. Mais voilà, il y en a plusieurs. Il y a le MERS, par exemple, que tu évoquais, le SARS-CoV-1. Voilà, il y en a plusieurs. Et donc, actuellement, les études qu'on a faites, qui ont été regardées, c'est sur des virus de la même famille. On n'a pas le recul suffisant. On parle d'une apparition probablement en novembre en Chine, à Wuhan. Donc, on n'a pas encore ces 6 mois, 1 an de recul qui permettent de dire, eh ben pour le COVID-19, l'immunité, c'est à peu près ça. Et après, faut savoir aussi que l'immunité, elle est aussi un petit peu interindividuelle. Juste pour vous donner un élément aussi, c'est que on parle du premier cas, par exemple, en France, mais il s'avère qu'il a été réétudié a posteriori sur des prélèvements qui avaient été faits sur des gens qui avaient été hospitalisés en réa pour des pneumopathies. Et par exemple, le premier cas répertorié en France, il est de début décembre. En fait, en France, on a un premier cas, on a quelqu'un qui va faire une pneumopathie début décembre, qui va être hospitalisé le 27 décembre, qui va être en réanimation et sur lequel, en faisant les prélèvements là, courant mars, sur cette pneumopathie, on a découvert qu'il avait déjà du Covid. Donc, il circule depuis même probablement plusieurs mois alors qu'on ne le savait pas. Une autre question, je pense, c'est lié aux différentes pandémies qu'on a eues donc sur la partie SARS et MERS et maintenant Corona. Est-ce que ce type d'épidémie va s'intensifier dans le futur selon vous? Thibaut, je vais te laisser la parole et puis d'autres facteurs aussi par rapport à ça. Alors, moi, je suis médecin urgentiste, je suis pas épidémiologiste. Et la vraie problématique, par exemple, de ces virus, c'est que on n'a pas forcément un vrai recul. Et je pense qu'il n'est pas bien de dire des choses qui risquent de ne pas se vérifier ou qui risquent de se compromettre. Donc, pour moi, je crois qu'on n'a pas de vrai recul de tout ça. On n'a pas de vrai recul de tout ça et que là-dessus, je peux pas m'engager. Je vois qu'il y a une autre question aussi qui vient sur la maladie de Kawasaki. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que justement, je vous ai évoqué ce syndrome inflammatoire des enfants là, qui commence à apparaître et pas mal là. Donc il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Il y en a de plus en plus. Là, on commence à regarder ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que a priori, alors c'est pas une vraie maladie de Kawasaki, ça s'y apparente parce que c'est une inflammation de certains types de vaisseaux et vraiment et principalement au niveau du cœur, du moins du cœur et des coronaires et ce qui est intéressant de voir, c'est que, mais ça existait déjà, c'est qu'en fait, il s'avère que le Covid aurait a une tendance à fragiliser très fortement le système immunitaire. Même si on a fait une version pas forcément grave, le système immunitaire est fragilisé pendant plusieurs semaines, voire quelques mois après la contamination. Et par exemple, probablement que dans l'espèce de pseudo-syndrome de Kawasaki qu'on retrouve là en pédiatrie, il est suspecté que c'est pas le Covid qui déclenche ça, c'est que c'est notre système immunitaire qui essaie de se remettre en route, qui continue de sécréter certaines substances qui favoriseraient probablement cette inflammation dans certains vaisseaux et au niveau du cœur. Mais c'est pas directement le Covid qui a favorisé ça, c'est que la fragilisation du système immunitaire engendre ensuite une hypersécrétion, ou en tout cas une sécrétion un petit peu trop longue, à trop long terme, qui va ensuite aller se positionner à différents endroits dans l'organisme. Mais ça existe, par exemple, il y a une maladie qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le Guillain-Barré. C'est que très souvent, dans le Guillain-Barré, qui est une maladie neurologique, on retrouve une infection virale plusieurs semaines avant qui favorise en fait cette apparition d'un Guillain-Barré. Donc je pense qu'on est en train de s'apercevoir de ça. C'est que ça engendre probablement, dans un second temps, d'autres choses qui viennent se surajouter par cette fragilisation du système immunitaire, en espérant avoir été clair. Une question dans la continuité, Thibaut, et je pense que ça peut être intéressant puisqu'on reste toujours sur la partie des enfants. Pouvez-vous nous dire où on en est sur la partie au niveau de la contagion des symptômes et des risques vis-à-vis des enfants? Alors, vis-à-vis du Covid, ce qui est très très clair, hein, du moins les 2 tiers des personnes qui décèdent malheureusement du Covid sont des gens qui ont plus de 65 ans. Et quand on regarde bien, c'est même souvent des gens qui ont plus de 75 ans. Il y a quand même 1 tiers de personnes qui décèdent qui ont moins de 65 ans. Les enfants sont heureusement très très rares à décéder, mais il y en a quand même. Alors après, ça c'est toujours le problème de la médecine, c'est que vu que c'est un pourcentage, plus il y a de personnes qui vont être malades, même si c'est 0,001% de personnes qui peuvent décéder de moins de 10 ans, à partir du moment où ça se compte en plusieurs millions, les malades, malheureusement, statistiquement, ça a des possibilités de se produire. Donc, chez les enfants, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en général une très, 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 très grande majorité de formes asymptomatiques. Il y a quelques études, là, j'ai relu là juste avant, quelques études où ils ont regardé chez des enfants qui avaient fait des formes un petit peu plus sévères, je sais plus, mais ils avaient 4 cas d'enfants qui ont dû être mis sous oxygène. Voilà, ils étaient sur des grands chiffres, mais ceux qui font des formes sévères sont vraiment, vraiment moins de 17 ans, c'est vraiment très, 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 très rare. Je ne vois pas d'autres questions, Thibaut, donc je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Alors, il nous reste encore 2-3 minutes, si on veut. Il y a énormément de questions, effectivement, qui sont posées. Il va être difficile de répondre à toutes les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est toutes ces questions vont vous être transmises. Vous allez pouvoir y répondre par la suite directement aux personnes qui ont posé les questions, vous aurez des adresses. Voilà, donc là, parce qu'au niveau du timing, on arrive à la fin de cette session de webinaire. Donc, les questions qui n'ont pas été traitées pendant ce webinaire vont pouvoir être traitées après le webinaire, donc par Sébastien Mailleux et le docteur Liot. Ils reviendront vers vous avec des réponses et vous allez recevoir le replay de cette vidéo, de ce webinaire d'ici demain, d'ici quelques heures, pour revoir à nouveau la présentation. Voilà, donc je laisse nos 2 intervenants conclure cette session et je vous repasse la parole. Merci.
Alors moi, ma conclusion va être très simple. Voilà, protégez-vous. Voilà, lavez-vous bien les mains, portez des masques et faites attention à vous. Ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ancré un petit peu dans la durée, mais voilà, on va surmonter tout ça, mais on se protège et on avance. Au revoir. Très bien. Merci Thibaut. Donc, tu as, tout dit. Protégez-vous. Je te rejoins complètement. Regardez aussi, c'est dans les questions et les réponses qu'on a fournies, il y a beaucoup de questions qui sont comment vivre avec et sur cette partie résilience. Il y a des prises de conscience qui sont généralisées, tant au niveau gouvernement qu'au niveau individuel, au niveau des entreprises. C'est une histoire à écrire ensemble. C'est un nouveau modèle qu'on est en train de voir et voilà, je vous souhaite à tous de rester protégés et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Au revoir.